Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont... Bonjour à tous, nous sommes vendredi 6 décembre. Le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission. Nous sommes en direct. Si vous êtes en province, vous faites le bon choix. Vous nous écoutez également à la radio. Vous nous écoutez à la radio sur 99.7 dans la région de Bokeh. La même fréquence dans le Fouta et dans la région forestière. 99 à modulation de fréquence du côté des Cancans. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Et du côté de Kindia, c'est Kaniazik qui nous relaie sur place. Merci de nous recevoir chez vous à la une, alors que s'ouvrait un nouveau round pour parler entre acteurs politiques guinéens après de longs mois de dialogue de sourds et une vingtaine de cas de morts lors de manifestations contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé. Dans une déclaration rendue publique en début d'après-midi hier, l'opposition demandait à la CENI l'arrêt pur et simple du processus d'enrôlement des électeurs en cours dans le pays. Les partis politiques de l'opposition dénoncent les nombreuses défaillances et irrégularités entachant ce processus sur le terrain, notamment dans les zones à eux favorables, soutiennent-ils. Le processus d'enrôlement des électeurs est-il suffisamment corrompu au point de demander son arrêt? On pose la question ce matin. Que répond la Commission électorale nationale indépendante? On essaie de comprendre dans notre émission ce matin. Monsieur Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, ancien directeur des opérations à la CENI. Il va prendre la parole ce matin et on va tenter aussi d'avoir une réaction du côté de la CENI. Pour le moment, c'est compliqué, c'est silence radio. On va continuer quand même à se battre pour avoir un répondant du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Illustration dramatique de la pollution à la poudre d'alumine à Fria. Une victime de cette pollution prise en charge en Italie se serait déjà vue retirer 2 valves du cœur. Selon son fils, les médecins sont formels. Le mal de la vieille femme est dû à sa longue exposition à cette pollution industrielle à laquelle sont exposées plus généralement les populations de Fria. De quand date donc cette pollution? Quelle est l'ampleur du mal et cette pollution risque-t-elle de s'étendre à d'autres localités de la région? Telles sont donc les questions que nous nous posons ce matin. Depuis l'Italie, nous entendrons M. Kiorno Amadou Souma. Donc il est fils de cette dame qui a été exposée longtemps à cette pollution. Nous revenons sur cette actualité du côté de Guékédou. Un citoyen de la commune urbaine de Guékédou dit avoir perdu de vue son épouse depuis octobre dernier. La femme, une mère des petits-enfants, a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale la Guékédou-Macenta. Les démarches menées jusqu'ici n'ont pas permis de la retrouver. Kiorno Amadou Sall, c'est son époux. Il est depuis Guékédou. Vous allez l'entendre donc dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bassikou, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Ce matin. Non, pas du tout. Bien. Bonjour Madame So. Le Red Chef s'appelle comme jamais. Oui. Bonjour Diallo. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jacques, on commence par Guékédou. 19 ans après les attaques rebelles. 19 ans après les attaques rebelles, bien entendu, nous continuons à nous poser les mêmes questions. Qui nous a attaqués et pourquoi on nous a attaqués? Ça fait 19 ans que ces questions, on se les pose. C'est vrai qu'au niveau étatique, il n'y a pas de commémoration, mais c'est toujours important, quand on est fils de la localité, de se souvenir et d'avoir une pensée pour ceux qui sont perdus. Moi, je prends la parole ce matin pour évoquer 2 aspects seulement de cette attaque rebelle. Ouais. Il y a d'abord le cas notamment parce que les disparus, on en a dit, officiellement on dit c'est 80, mais nous pensons que c'est bien au-delà parce qu'en plus de l'attaque du 6 décembre qui a surpris tout le monde puisque c'est à 1h du matin que les rebelles sont entrés à Guékédou. En tout cas, ils ont commencé à tirer. Il y a eu une autre attaque
qui est intervenue le 10 janvier. Et ça, c'était la journée. Et une attaque, disons, assez complexe, puisqu'on avait à la fois les rebelles qui tiraient sur la population, mais il y avait surtout le comportement douteux des Lulimo qui avaient été amenés à combattre, n'est-ce pas, aux côtés de l'armée guinéenne, mais également des jeunes volontaires. Donc ces jeunes volontaires qui n'avaient aucune formation, puisqu'ils avaient été recrutés comme ça, oui. Il suffisait d'avoir de la force physique et puis avoir l'envie de porter l'uniforme guinéen, l'uniforme donc militaire, et puis de tenir l'arme. On vous montre le maniement de l'arme et puis on vous envoie à la guerre. Donc la tactique de la guerre, vous la prenez pendant la guerre. Non, donc, oui. Ils n'avaient donc aucune formation. Oui. Ces agents avaient foi seulement, peut-être à l'esprit qu'on avait mis en nous, c'est-à-dire qu'il y avait des possibilités, lorsqu'on vous lavait avec des produits de chez nous, que la balle ne vous transperçait pas. Mais on connaît très bien ce que la balle représente. Donc ces jeunes volontaires ont été piégés par ces miliciens de l'Ulimo qui ont été suffisamment, qui ont été tués. On ne parle pas suffisamment d'eux. Et puis l'État leur a menti parce qu'on leur avait dit que s'ils combattaient, s'ils parvenaient à libérer Guékédou, qu'ils allaient être recrutés dans l'armée. Beaucoup ont été abandonnés. Ils sont soit blessés, sont sortis blessés de la situation. Il y en a en tout cas ceux qui ont eu la chance de survivre. Et ils restent aujourd'hui abandonnés. Ouais. Et l'autre aspect de cette attaque que je voudrais évoquer, c'est le cas des otages. Ça également, ce n'est pas sorti dans les médias. Parce que les gens ont pensé donc que... il y a eu des prises d'otages. Il y a eu des prises d'otages. Le 6 décembre, lorsqu'il y a eu l'attaque, lorsque nous qui étions dans les quartiers excentriques, nous avons eu la possibilité de quitter la ville. Mais d'autres ne pouvaient pas sortir sous les balles, donc ils sont restés. Et l'intervention de l'armée guinéenne, qui a commencé aux alentours de 5h et 6h du matin, n'a pas permis de neutraliser l'ennemi, parce que les balles partaient plutôt sur des maisons des gens que sur des rebelles. Et nous avons eu cette preuve par, n'est-ce pas, les otages qu'on a pu prendre, n'est-ce pas, dans la commune urbaine. On en a pris suffisamment. Oui. Et dans le témoignage que j'ai fait sur les sites, je parle de ce vieux policier qui était un voisin. Oui. Quand je dis voisin, c'est vraiment un voisin parce que si on ouvre le matin, c'est leur maison on voit, c'est sa maison on voit, et si lui, sa famille ouvrait le matin, c'est notre maison, il voyait. Donc lui, il est resté quand nous partions puisqu'il est policier. Il a pensé qu'il pouvait se défendre. Vous aviez quel âge à l'époque? Et en même temps, j'avais un peu plus de 13 ans. Vous étiez au collège? Oui, j'étais au collège. Donc le vieux policier a été pris par des rebelles et on lui a fait porter des bagages parce qu'ils ont pillé quand même la ville. Et quand il est parti, malheureusement, il n'est plus revenu, il est mort là-bas. Mais il n'était pas seul. Les rebelles étaient partis avec beaucoup d'otages. On a pris des otages dans la commune urbaine de Guékédou, notamment en décembre. On a pris des otages à Nongoa, dans la sous-préfecture de Nongoa, donc en mars, parce que l'attaque de Nongoa, c'était en mars 2001. Là également, on a pris des otages. Et parmi ces otages, il y avait des jeunes qui ont été contraints à combattre du côté de la Sierra Leone et du Libéria. On leur a donné des armes, on les a forcés à combattre. L'État guinéen n'a rien fait pour non seulement libérer ces otages, et ceux qui sont revenus, ils n'ont pas bénéficié de campagnes de désintoxication, de réinsertion. Donc, ceux-là aussi sont aujourd'hui. À cela s'ajoute bien entendu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la ville de Guékédou. Une ville martyre. Une ville complètement détruite par les bombes de l'armée guinéenne. Parce que ce sont des bombes qui ont détruit, n'est-ce pas, ces maisons-là. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour les aider. Les jeunes volontaires qui ont été utilisés comme des boucliers, quand même, bitumage de la voie les urbaine. Informations que j'ai me disent que rien n'a encore véritablement commencé. En tout cas, rien n'a encore véritablement commencé. Parce que c'est quand même une ville recouverte de poussière, à pratiquement à tous les endroits. Dans le centre-ville, il y a au moins 7 km. Il y a 7 km dans le centre-ville qui ont été déjà faits. Il y a, je crois, 12 km qui étaient prévus. On en a déjà fait 7 et on nous apprend que du côté de la portion dédiée à Guikopress, les travaux auraient déjà commencé. Et de l'autre côté, avec Enanchine, rien ne serait en vue. Il y aurait juste eu une sorte de grattage de la route, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. De l'autre côté, moi j'ai apprécié l'initiative des ressortissants de Guékédou, surtout ceux qui ont été témoins des faits. Les témoignages faits actuellement,
c'est un exemple à suivre. La plupart de ceux qui ont été victimes ou qui ont assisté à la scène font des témoignages. J'ai vu le témoignage de Tamba Zachary Milimono, de Jacques Lewaleno et de bien d'autres. Quand même, franchement, tirer chapeau à Jacques. Justement. Parce que, à croire qu'à l'époque, déjà, il pouvait observer, retenir les faits, c'est quand même quelque chose à saluer. Justement. Donc, après ces événements dramatiques ou tragiques, sous l'ère Conté, ça fait 10 ans pratiquement, sous l'ère Alpha Condé 9 ans, et les deux régimes réunis, on constate que personne parmi ces régimes n'a fait en sorte de faire oublier ces atrocités aux populations de Guékédou. La plupart sont venues, elles sont restées indifférentes et elles sont passées. Et donc j'estime que Guékédou ne mérite pas ce qui lui arrive. Hier, j'en parlais, ou avant-hier, j'en parlais dans l'émission, lorsque je parlais des routes à Guékédou et de bien d'autres choses dans la ville, j'ai constaté que Guékédou a besoin d'assistance. Voyez dans quel état se trouve la préfecture de Guékédou. Ça n'a pas été construit par l'État. C'est le HCR qui a construit la préfecture de Guékédou. Et même la mairie de la ville a été construite par le PNUD. Vous comprenez? Le bloc administratif. Administratif de la ville a été construite par le PNUD. Ouais. La préfecture a été construite par le HCR. Donc la plupart des blocs, à part peut-être... Vous dites? L'USAID plutôt. Bien. À part cela, récemment avec la fête tournante de l'indépendance à Zérékoré, Guékédou n'a bénéficié que de quoi? De la résidence privée du préfet, puis d'un bloc de la gendarmerie. À part cela, rien d'autre. On a comme l'impression que la ville est livrée à elle-même. On s'en fout de savoir ce que vivent les populations de ce côté. Ouais. Allez-y voir. Ebola y est passé. On a vu ce que Ebola a laissé comme impact dans la ville. La plupart des citoyens touchés par Ebola, on sait ce qu'elles ont subi. Bah c'est quoi? Et témoin, on a été dans la ville pour hors série, on a vu comment les populations y vivent. Même l'eau potable n'y est pas. Une ville comme Guékédou, qui dans le passé était un exemple à suivre. Taman nous faisait savoir qu'il n'existe qu'un seul point d'eau à Guékédou. Il n'y a pas grand chose à Bakar. Ouais. Même le courant électrique n'est pas aussi comme cela là-bas à Guékédou. C'est une ville martyre pour moi et qui a besoin d'attention de la part des autorités. Certes, les fils ressortissants, beaucoup parmi eux qui sont dans l'administration ne font pas grand chose et à ce niveau, j'accuse. Parce que pour moi, beaucoup parmi ces fils ressortissants qui ont été ministres et qui occupent des places importantes dans l'administration ont fui leur ville. Ils n'y viennent que pour des fins de campagne. Ouais. Ça, il faut le dénoncer. La plupart des... Les grandes gueules. Cori Kondiano. Ouais, mais les populations aussi, elles peuvent sanctionner tout cela. Non, elles peuvent le faire, certes. Il y a de la manipulation derrière. Il y a de la manipulation à Bakar Diallo. Claude Cori Kondiano qui est ressortissant de la ville. On sait qu'il est à l'Assemblée nationale. Non, lui, il est plutôt de Guékédou, de Kissédougou, mais il est de la localité. Guékédou et Kissédougou sont... Il est d'où exactement? Il est de Kissédougou. Kissédougou, mais Guékédou n'est pas loin à Bakar Diallo. Et donc, Bardou. Il va à Guékédou pour chercher des voix. Et donc, à mon avis, qu'on soit ressortissant de Kissédougou ou de Guékédou, on est de la même localité. Et donc, on doit faire en sorte que la ville sorte de cette situation dans laquelle elle se trouve. Merci. Je ne vois pas d'efforts fournis. Il n'y a rien qui est fait pour Guékédou. C'est dommage. Lorsque je vois la ville, sincèrement, je suis choqué de voir ce qui se passe dans cette ville. Merci, Antoine. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci, Antoine. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais vous en parliez tantôt. Je pense que c'est là la différence entre nous et les autres. Ailleurs, on sanctionne par la voie des urnes. En pareille circonstance, quand vous voyez que vous êtes abandonné, vous l'exprimez à travers les urnes parce que c'est le seul moyen dont vous disposez pour agir, pour faire savoir que vous êtes mécontent. Vous n'avez aucun autre moyen pour le faire. Mais ici, on devient complaisant. Quand on vient vous distribuer quelques billets, vous vous taisez sur ce qui s'est passé. On est passé, je me souviens quand on est passé là-bas pour les GG Tours. Franchement, c'est juste le point d'eau. Je pense qu'on l'a vu. L'unique point d'eau de Guékédou à la sortie avec cette grosse canalisation qu'on a faite, on voit tout le monde aller dans ce sens avec les bidons et tout ce qu'il faut pour une ville qui a été celle de Guékédou. Parce qu'on nous a quand même parlé de ce qu'a été cette ville où, par exemple, tous les pays voisins, c'était un grand centre, une ville florissante, un grand centre de négoce où tout le monde venait, par exemple, se doter de vivres, de marchandises pour aller les revendre ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone. Moi, je me dis qu'une telle ville, après la situation, après ce qui s'est passé, on devrait la reconstruire, surtout
surtout que l'État a contribué d'une certaine manière, c'est une agression rebelle, bien entendu. Il y a toujours des conséquences. Mais si l'État aussi, parce qu'une guerre, quand même, vous ne choisissez pas où peut tomber une bombe, une grenade, je ne sais pas. Ça peut détruire, mais après, on peut, par exemple, mettre des projets en place pour reconstruire la ville. Mais on voit que rien n'a été fait, pratiquement, sauf par les bailleurs. On a vu quand même, vous avez parlé de toutes ces infrastructures qui ont été construites par les bailleurs étrangers, notamment les écoles, les centres de santé, la préfecture et tout ce qui se passe. Je pense que, je me demande, Plan Guinée notamment avec les écoles, mais qu'est-ce que nous on ferait si les bailleurs n'étaient pas là dans ce pays, à l'intérieur du pays surtout. Vous voyez, dans les confins les plus reculés, c'est avec des ONG telles que Aide et Action qui a construit beaucoup d'écoles en Guinée, partout à l'intérieur du pays, Télémélé, Mali, Fria. Dans les confins les plus reculés de Fria, les plus grandes écoles ont été construites par Aide et Action. Imaginez, et puis surtout l'ambassade japonaise aussi, comme elle est en train de le faire ici, par exemple, à Koloma, une grande école qui va être bientôt inaugurée. Si ces bailleurs-là n'étaient pas là, à Koloma, une grande école au collège de Koloma, je crois que ça va être 24 salles de classe. Si ces bailleurs n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on allait devenir? Moi, c'est la question que je me pose. À un moment donné, il faudrait que l'État prenne des engagements. C'est vrai que c'est des efforts qui sont fournis par l'État à travers des partenariats et tout, mais on devrait voir d'autres choses concrètes. Par exemple, par rapport à l'eau, on devrait faire mieux pour ces populations, qu'une si grande ville ne soit pas, que tout le monde ne soit pas obligé de rallier le même endroit pour pouvoir se procurer d'eau potable. Merci, Madame Yoro. Allez-y, Bassiko. Je suis fier de parler de cette ville parce que c'est Guékédou qui m'a vu naître. Mon papa, bien sûr, mon papa a commencé ses premiers services aussi, hein? oui, au sein de l'administration guinéenne de ce côté. Je connais un peu cette ville. La gare routière donc, qui est installée au niveau de Massantankoura, c'est un quartier très populaire. Et tous les mercredis, c'est toute la région de la forêt et puis les pays donc limitrophes qui se retrouvaient là-bas. Comme Moussaro l'a rappelé, c'est un véritable pôle d'attraction économique et puis ça permettait à des milliers de personnes... Qui a été détruit. Hein. Oui, qui a été détruit, donc qui permettait à des milliers de personnes de vivre. Je rappelle que les populations de la forêt, ce sont des populations à vocation essentiellement pastorale qui vivent de l'agriculture. Donc tous les villages environnants venaient drainer les productions agricoles vers donc ce centre de négoce vers Guékédou et elle les écoulait et puis ça les permettait de vivre. Il y a eu cette agression rebelle jusque-là. Il y a beaucoup d'interrogations qui restent. Rien de clair nous a été dit sur comment cette attaque a été menée. Aujourd'hui, l'ampleur des dégâts, on ne peut même pas les citer. Au-delà des morts, c'est que ce sont des milliers de plantations aujourd'hui qui ont été... quand même des prises d'otages. Oui, qui ont été détruites. C'est une ville qui est complètement déstructurée aujourd'hui. Et l'administration, on est allé dans le cadre de la production de cette mission hors Syrie avec Antoine. On s'est rendu là-bas quand Mohamed Lamine Keïta était préfet. Eh bien, c'est la poussière qui nous a accueillis. Le marché n'existe pratiquement plus. Et les administrations, les infrastructures administratives se sont totalement affaissées. Aujourd'hui, je pense... Il y a un stade ou pas il y a un stade, mais au moment où nous sommes rendus là-bas, eh bien, il n'y avait absolument rien. Une partie. Il y a une clôture, qui était complètement affaissée. Assez visible, abandonné, mais quand vous le voyez, vous n'en reviendrez pas. Tout a été démoli, tout a été détruit du côté de Guékédou. Ensuite, il y a eu Ebola. Il y a eu la période d'Ebola aussi qui est venue s'ajouter. Qui est venue enfoncer. Donc aujourd'hui, depuis, en fait, moi, mon problème, c'est pourquoi l'État n'essaye pas aujourd'hui de faire de sa priorité. Pourquoi ce manque d'attention? Pourquoi ce manque d'attention à l'endroit de Guékédou? Essayer de sortir des villes comme Guékédou, une ville martyrisée, non seulement par la période d'Ebola, mais aussi par l'agression rebelle. C'est une ville aujourd'hui qui a besoin d'être reconstruite. Ce sont des populations, ce sont de braves populations, parce que je connais bien cette localité, qui vivent essentiellement de la sueur. Il suffit tout simplement d'apporter une assistance financière aux populations locales, notamment on parle aujourd'hui de ce projet en Afrique, on parle d'Agnès. C'est bien par exemple que des projets comme ça soient orientés du côté de Guékédou pour voir ce qu'on peut apporter comme une véritable assistance aux populations locales pour pouvoir apporter leur contribution au développement de la localité. Merci Bassiko, le Guékédouka. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, moi, l'exemple de Guékédou me sonne toujours. Et je comprends par ce qui est arrivé à cette ville qu'il ne faut
lorsque j'entends certains discours dans certains de nos pays, il ne faut jamais permettre à des politiques de faire la guerre. Si vous voulez de détruire, sous le prétexte que quand ils arriveront au pouvoir, ils reconstruiront. Ça ne marche pas. Il y a un pan de discours de Jacques, moi, qui me saisit et qui continue toujours de me saisir. Lorsque vous sillonnez ces zones, vous avez affaire à 3 catégories de personnes. Ouais. Il y en a une qui a été utilisée, en fait, prise en otage, très jeune, parfois des enfants, qui sont devenus aujourd'hui des adultes, qui ont connu la drogue, le sexe, les affres de la guerre, qui ont tué, qui ont mutilé, et qui ne peuvent pas raconter, mais qui vivent avec cela en eux, qui ne sont plus des gens, ils ont une apparence de normalité, mais qui souffrent dans leur âme, qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement. Et ni de prise en charge. Justement, vous avez une autre catégorie qui a été victime directe de ces affres-là. Ils sont obligés de cohabiter. Et puis vous avez cet autre qui vient souvent d'ailleurs, des administrateurs, des visiteurs et autres, qui ne comprennent pas souvent les douleurs dans la tête de ces gens. C'est pour ça tout à l'heure vous disiez, oui mais il faut sanctionner. Oui, dans les conditions normales, ces personnes-là devraient sanctionner. Mais lorsque vous avez vécu ce qu'ils ont vécu, lorsque vous avez vu ce que ces gens-là ont vu, vous comprendrez qu'ils fonctionnent autrement. Et malheureusement, la politique est tellement cynique qu'au lieu de chercher à comprendre ces gens et les accompagner, elle tire profit aussi de cette vulnérabilité. Je dis donc, il faut faire très attention au discours va-t-en-guerre dans nos pays. Ma deuxième observation. Ouais. Près de 20 ans après, il n'y avait pas que Guékédou, je le rappelle. Vous aviez Massenta qui a connu ça. Vous aviez Pamelap ici. Il y a Ouré Kaba aussi, hein, je crois. Jusqu'à Ouré Kaba. Vous aviez jusqu'à Madina Oula. Madina Oula. Oui, ici. Madina Oula plutôt. C'est Madina Oula. Madina Oula. C'est autre chose. Ouais. Vous avez Madina Oula ici. Jusque vers Sougueta. On n'en parle pas assez. On ne parle pas de tous. En fait, il n'y a pas eu de travail institutionnel sur le bilan réel de cette guerre. Personne n'en parle. Ouais. Personne. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens sont décédés des suites de cette guerre. Vous ne savez pas cette guerre a laissé combien d'orphelins. On ne sait pas des gens... c'est juste ahurissant que dans un pays, on ne fasse pas ce travail. Voilà pourquoi ce type de pays doit faire attention. Parce que si on ne fait pas ce premier travail de mémoire, on n'est pas à l'abri d'une réédition de ce type d'atrocité. Vous avez vu la Shoah? Certains vous diront que oui, d'accord, la Shoah, elle était d'une dimension extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais certains vous diront qu'il y a eu peut-être d'autres guerres encore plus sanglantes. Mais pourquoi est-ce que la Shoah s'impose à la mémoire collective de l'humanité? C'est à cause de ce qu'on en a fait. On a dit on ne peut pas détruire impunément une race parce que simplement c'est une race différente. Et je pense qu'on doit faire ce travail chez nous. Aujourd'hui, il a demandé qui étaient les responsables. Vous avez au moins une personne, au moins, ou deux, qui ont osé revendiquer à l'époque. Vous avez vu récemment la mésaventure de docteur Faya Milimono, qui a confondu Mamadou Lamine Fofana, qui est notre actuel ministre en charge de la justice, et monsieur Mohamed Lamine Fofana, à l'époque, était le porte-parole politique un peu de ce mouvement. Le monsieur, il a fait la prison au Sénégal, il a été libéré. Certains disent qu'il est décédé, d'autres disent non, mais il a été libéré quand le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir. On n'en sait rien, parce qu'il n'y a pas eu de travail de fond. De l'autre côté, vous avez au moins un chef armé, au moins qui circule à visage découvert, qui l'a assumé. À un moment donné, on a besoin... À un moment donné, on a besoin de savoir. À un moment donné, mais vous avez à un moment donné ici, lorsqu'il y avait des problèmes au sein du RPG Arc-en-Ciel, vous avez au moins d'anciens responsables militaires de la Guinée qui ont parlé, qui ont même écrit, qui sont passés sur des antennes dans ce pays. C'est connu. Et il n'y a pas encore 5 ans là, ceux dont je parle. Donc c'est de cela que, à un moment donné, il faut poser les bonnes questions aux gens. Pourquoi? C'est pour notre avenir. C'est pas des choses à oublier. N'attendons pas qu'on oublie. En réalité, les victimes n'oublient pas. Leurs enfants n'oublient pas. Bien, moment. Et aujourd'hui, sauf que vous ne donnez pas de nom ce matin quand même. Hein. Je veux être dans une analyse beaucoup plus profonde qu'une histoire de personne. C'est important. Je me dis, tout le monde n'est pas même le chef de l'État,
aujourd'hui, je vais terminer là-dessus si vous me permettez. Oui, le président Alpha Condé aujourd'hui, à l'époque, quel est le discours qui n'a pas été tenu en Guinée par les autorités d'alors du PUP et du gouvernement qui l'accusaient d'être le vrai parrain derrière cette rébellion. Il aurait été important aujourd'hui que le professeur Alpha Condé s'exprime. Moi, ce qui m'amène surtout à lire tous les livres qui ont été édités sur lui, c'était d'avoir un peu son témoignage là-dessus. Mais il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. On veut que les Guinéens oublient. Malheureusement. Mais les affres, les gens les ressentent dans leur chair. Bien, Mohamed. Allez-y, Antoine. Ce qui est décevant, il y a une structure de jeunes qui est à Guékédou qu'on appelle le cadre de concertation. Oui, le cadre de concertation. Qui au départ faisait un travail extraordinaire, un travail appréciable. Mais depuis quelque temps, baigne dans la politique. Malheureusement, c'est qui est à la tête ce jeune qu'on avait Firmin qu'on avait depuis quelque temps est méconnaissable. Ce cadre de concertation est méconnaissable. On ne le reconnaît plus. Firmin est méconnaissable. En tout cas, le cadre est méconnaissable. On ne sait plus de quel bord il est. Autrefois. Non, il y a un petit souci parce que, au fait, Firmin, c'est lui le président, il était à Guékédou et maintenant, pour des raisons de travail, il se trouve ici à Conakry. C'est pourquoi j'ai insisté sur ça affaiblit le mouvement. L'antenne qui est restée. Non, il est là, mais il y a une antenne on ici nous à Conakry. On nous apprend l'antenne que qui est le à cadre, Guékédou, c'est elle qui est souvent l'objet des manipulations. Bien. On nous apprend que le cadre est sur le point d'aller avec le parti au pouvoir. Certains parmi eux voudraient aller avec l'opposition et tout cela. Ils sont déjà écartelés entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Ce qui fait qu'il y a un souci. Alors qu'ils devraient s'en abstenir. Il y a un souci, par exemple. À un moment donné, on nous a appris qu'il y a un forum économique qui aurait dû être organisé à Guékédou pour des fins de financement de projets de ce côté. Et on nous a appris qu'il y a un cadre ressortissant de la ville qui a stoppé net le projet parce que ça ne lui était pas profitable. Sérieux. Le nom qui circulait, c'était Marc Yongbuno. C'est ce nom qui a circulé. C'est ce nom qui a circulé pour dire que c'est ce qu'on nous a dit. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Je dis que c'est le nom qui a circulé à l'époque. Ce forum économique à l'époque aurait dû être une occasion de financer des projets à Guékédou. Ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose par rapport à la fête au niveau de la Makona. Ça, c'est un souci. La Makona est un fleuve de la ville, c'est une tradition. Chaque année, on célèbre des festivités de ce côté. Sauf que pour cette fois-ci, on nous apprend qu'il y a deux festivités en vue. Une festivité prévue par les jeunes comme d'habitude et l'autre par la femme de Jean-Marc Telliano qui à son tour veut faire sa fête. Et donc, écoutez, il y a un souci véritable. Le mouvement qu'on appelle la fête a tendance à être politisée. Ce qui est décevant à Bakar Diallo. Bien, merci. On n'entend plus parler de Dompilo. Non, Dompilo n'est pas si c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique, mais qui rassemble les cadres donc les fonctionnaires qu'ici. Donc, les grandes gueules. Ça va au-delà de Guékédou. Ça va au-delà de Guékédou. Bien. Non, il ne le cache pas. Hein. Malheureusement, il devrait faire des efforts. Depuis 2010, ce mouvement soutient le RPG Arc-en-Ciel. Je crois qu'il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Bien. Ils sont clairs. Merci. Allez-y, Madame Yoro. Non, mais pour clore, ce que moi je voudrais dire, il faut surtout saluer l'armée guinéenne et tous ces jeunes, toutes ces personnes volontaires qui ont permis à ceux qu'on ne tombe pas dans la situation dans laquelle, par exemple, était la Sierra Leone, le Libéria, parce que c'est des pays qui ont vécu quand même plusieurs années de guerre. Nous, grâce à l'armée, grâce à la bravoure de l'armée guinéenne et grâce à ces personnes dont Jacques parlait tout à l'heure, l'armée a pu vaincre quand même, a pu partout éradiquer ces différentes attaques que nous avons subies, parce que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment terrible ce que les citoyens ont vécu. Moi, je me souviens, j'étais à un moment à l'université, je pense que quand il y a eu l'attaque du côté de Akindia, cette ville frontalière du côté de Kindia, à Madina Oula. Du côté de Cancan, c'était la panique totale à l'université. Tout le monde voulait plier bagages et revenir chacun dans sa ville d'origine. Il faut saluer. C'est vrai qu'il y a eu des dérapages. L'armée, le gouvernement, que ce soit celui du général Lansana Conté, celui de l'actuel président, devrait faire quelque chose, non seulement pour prendre en charge ces personnes qui ont contribué à aider l'armée, mais aussi faire quelque chose pour aider cette ville à être rétablie dans ses droits. Mais il faut aussi saluer la bravoure de l'armée guinéenne qui nous a permis quand même de sortir de cette situation et de ne pas permettre que les rebelles puissent avoir raison de la Guinée. Merci, Madame Yoro. Oui, il y a une conséquence dont on parle très peu. C'est laquelle? Et pourtant, à mon avis, c'est elle aujourd'hui qui maintient la forêt dans cet état. C'est la prolifération des armes légères en Guinée forestière depuis cette attaque. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'Ulumo. Mais dites-moi, est-ce que l'Ulumo a été désarmé? On a assisté plus tard
lorsqu'il y a eu tous ces conflits intercommunautaires, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient armés en Guinée forestière. Et cela explique beaucoup de phénomènes politiques encore aujourd'hui. Observez la Guinée forestière, même lorsque le FNDC a voulu y tenir sa première marche, qu'est-ce que Azérekore, les sages ont dit? Pour l'amour de Dieu, ne réveillez pas les vieux démons. Bien. Acceptez qu'on fasse la paix, parce que si vous commencez, ça va se terminer autrement. Merci, attention, Mohamed. Cette histoire d'armes, tant que l'État guinéen n'y travaille pas, mais à fond avec les partenaires, notamment de l'ONU, de l'Union européenne et tout, pour désarmer cette région, la Guinée ne sera pas un pays stable. Merci Mohamed. C'est une autre façon de rendre hommage à cette ville martyre qui, en tout cas, refuse de mourir et qui se tient debout. Nous sommes tous Gekedouka. Il y a des puissances anonymes